restant, parce qu'il y a vraiment des choses superbes à découvrir. On vient de parler du lombricompostage, mais il y a encore plein d'autres animations. Je vous propose d'embrayer sur la prochaine conférence. Je vais demander à nos amis de Météo France, je les vois en bleu, ils ne m'entendent pas. Est-ce que quelqu'un peut dire à Météo France de me rejoindre, s'il vous plaît? Voilà. Alors là, on va enchaîner sur un autre thème, mais qui est totalement connecté. On a parlé de comment se préparer. Finalement, c'est aussi comment se préparer à ce dérèglement qui est en train de se faire, ce dérèglement climatique. Donc on va aborder la question du climat qui s'accélère. Qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va parler des questions qui fâchent aussi, parce que je suis sûre que vous avez tous des questions que vous vous posez quand on vous parle de transition écologique, de dérèglement climatique. Il y a peut-être des points où vous êtes un petit peu plus sceptiques. Et on va parler de tout ça. Donc préparez vos questions. Ça va être un échange questions-réponses juste après. Alors on accueille l'équipe de Météo France. Bonjour, rejoignez-nous, allez-y. Donc on a Monsieur Palani. Pareil, je vais vous demander de vous présenter, pas forcément de façon très, vous savez, officielle. Plutôt, est-ce que vous pouvez nous dire si vous étiez un élément naturel, ce serait lequel? Et pourquoi? Alors c'est la mer. C'est simple et simple. Pourquoi la mer? En fait, il y a presque une histoire. Je vais faire comme Théo hier, qui a été très précis. Il y a une histoire d'enfance sur les allergies, et c'est la mer qui m'a sauvé. En fait. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'allergies parce qu'il y avait les acariens, et mes parents ne connaissaient peut-être pas l'influence des acariens dans la maison. Et chaque fois que j'allais à la plage, je me sentais bien. Je me disais, tiens, quand je dors à la maison, je suis malade, et quand je vais à la plage, je suis bien. Donc c'est la mer qui m'a tiré de... Puis après, maintenant, on sait lutter contre les acariens dans les maisons. Et on a pas mal tous des petits médicaments, pas toujours forcément antihistaminiques d'ailleurs, il y a des choses homéopathiques qui marchent, voilà, qui aident à sublimer les allergies. Voilà, donc la mer. Pas mal, hein. C'est bien quand même d'apprendre à connaître les gens comme ça, je trouve ça génial. Hein. Alors, on va aborder la question du climat avec votre collègue. Donc, autre question pareil, est-ce que vous pouvez nous donner un peu voilà, nom, prénom? Et je vais vous poser une petite question sympathique. Plutôt mer, mangrove ou rivière? Alors le prénom d'abord et ensuite la réponse. Alors, moi je suis Jérémy Levesker, donc ingénieur d'études à Météo France, et l'élément, ça sera forcément la mer. Pourquoi? Il y a une histoire familiale entre moi et la mer. Le pesqueur, en fait, ça veut dire le pêcheur en norrois. Norrois, en fait, c'est une vieille langue. C'était avant la langue normande, en fait il y avait le norrois, c'était une langue un peu scandinave, une langue dite commerciale en fait, qui était parlée à la fois en Norvège jusqu'à la Normandie et en Angleterre, parce qu'il n'y avait pas de frontières à une époque, vraiment. C'est plus tard en fait que les Anglais et les Français se sont séparés. Mais donc la mer, et puis il y a eu la pêche, il y a eu le surf, il y a eu des voyages en voilier. Et puis de temps en temps, il faut bosser, donc je suis à Météo France. Excellent, merci. De toute façon, la mer est liée au climat aussi, hein, on va le voir tout au long de la journée. Parce que je le rappelle, cette année 2025, c'est l'année de la mer. Et c'est pourquoi la thématique phare aujourd'hui, c'est l'océan. Alors, on va aborder la question du climat qui s'accélère. Je vais vous passer le micro, vous allez faire votre présentation à deux voix. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en ce moment avec le climat? Parce qu'on ne comprend pas toujours tout, il faut être honnête. Alors, je vais juste d'abord remercier notre hôte. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'à Météo France, ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet, le changement climatique. Et quand on s'est rencontré avec Martine, et que je venais comme vous à ses présentations, je me rendais compte qu'elle avait une manière de dire les choses qu'on ne savait pas dire. Voilà. Donc on est venu apprendre en fait. On est venu vous écouter et chaque fois qu'on fait des conférences, finalement on améliore, j'espère, notre discours. Donc c'est pour ça que j'avais d'abord donné la parole à Martine, parce que je suis sûr qu'elle va arriver à trouver les mots pour introduire le sujet. Et puis nous on prend le relais sur une thématique plus précise, qui est climat et santé. Alors on parlera moins de mer, mais effectivement, vous avez vu qu'il y a une espèce de relation entre Jérémy et moi là. Et surtout que Jérémy il a travaillé quelques années avec nous sur l'état de mer côtier en Guyane. Et puis on avait une grosse étude à faire parce qu'il y a des problématiques de recul de la côte en Guyane. Et puis en fait, je lui ai dit il y a 2 ans, on a ouvert un poste d'ingénieur d'études sur le climat. J'ai dit, ça te dit de passer de la mer au climat? Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui nous réunit.
pour faire cette... voilà. Et donc là, aujourd'hui, on est plutôt climat et santé. On va laisser juste Martine introduire un peu la question générale des enjeux du changement climatique. Merci beaucoup. Contente de vous voir. Alors, et de vous revoir pour certaines et certains. On a un souci avec le climat. Pourquoi est-ce qu'on a un souci avec le climat? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a envie de parler de ce qui est en train de se passer? La Terre est malade. Pourquoi elle est malade? Elle se réchauffe. Et pourquoi elle se réchauffe? Trop de gaz de serre. Trop de gaz à effet de serre, trop d'industrialisation, exactement. Mais pourquoi en fait? D'où ils viennent ces gaz à effet de serre? Et pourquoi l'industrialisation, trop d'industrialisation, ça rajoute des gaz à effet de serre? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que... Oui, vas-y. En fait, à l'origine, c'est un effet naturel, mais qui a été amplifié par toutes les activités anthropiques. Et donc, c'est vrai qu'avec l'industrialisation, le progrès technique, ils sont concentrés dans l'atmosphère et du coup, ça dérègle un peu tout. Super, merci beaucoup, bravo. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous savez, en fait, tout ce qu'on vient de dire, effectivement, elle a dit quelque chose d'énorme. L'effet de serre, c'est d'abord quelque chose de parfaitement naturel. Tout à l'heure, on a vu l'eau. L'eau, c'est notre premier gaz à effet de serre. L'effet de serre, c'est d'abord ce qui a permis l'émergence de la vie. Et effectivement, vous avez dit, il y a de plus en plus de gaz à effet de serre. Mais pourquoi il y a de plus en plus de gaz à effet de serre? Vous l'avez dit, parce qu'on fait de plus en plus d'activités. On va tirer de plus en plus d'énergie fossile. Vous savez ce que c'est, les énergies fossiles? Il y en a 3. Le pétrole, le charbon et le gaz. Le nucléaire est une énergie fissile, fait à partir d'un minerai. Donc effectivement, alors pourquoi ça me vient ma deuxième question, pourquoi est-ce qu'on les appelle énergies fossiles? Parce qu'elles viennent du sol? Les pierres aussi. Qu'est-ce que c'était avant? C'était des plantes, des animaux. Alors moi j'aime bien dire c'était du vivant, comme vous et moi, fait de carbone, comme vous et moi, qui sont morts à un moment donné, qui ont été enfouis sous terre ou sous mer. Et que c'était des dinosaures, c'était des fougères, c'était des arbres, c'était du plancton. Et donc ils sont morts, ils ont été enfouis sous terre ou sous mer avec la pression, la chaleur et des millions, voire des dizaines de millions d'années. Ça a formé ces poches parfaites de charbon, de carbone, que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Pas le charbon de bois, hein. Le charbon qu'on trouve au fond des mines. Ok, et nous, comme vous avez dit, on fait plein de choses, donc on en a besoin de plein, donc on les sort très vite. Quand on les sort, on les brûle. Le carbone qu'elles avaient mis sous terre instantanément, il sort dans l'air, et comme il aime bien l'oxygène, il se colle, et ça fait un très 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 puissant gaz à effet de serre qui retient la chaleur sur terre. C'est comme si ici, on abaissait les plafonds, on fermait tout. C'est ce qui se passe quand il y a plus de gaz à effet de serre. Il y a plus de chaleur qui est retenue sur la Terre. Et cette chaleur, quand elle est retenue sur Terre, il faut qu'elle aille dans des endroits. Et l'être qui a l'honneur dans notre manifestation aujourd'hui, c'est l'océan. Et l'océan, c'est lui qui reçoit la quasi-totalité de cette chaleur. 91% de la chaleur qui reste piégée sur Terre, elle est absorbée par nos océans. Et donc ça les fait monter en température. 3% viennent taper sur les glaces, ça va faire fondre les glaces. 5% ça va venir assécher les sols, ce qui est un souci. Parce que quand les sols sont secs, qui c'est qui souffre? Les plantes, les arbres et nous aussi. Et puis quoi encore? Tout ce qu'on a posé au sol, toutes les routes, toutes les maisons, tout ce qu'on a construit, tout ça, ça souffre aussi. Et il reste un petit pourcent dans les pourcentages, c'est ce qui vient réchauffer l'atmosphère. C'est notre propre ressenti, c'est-à-dire il fait plus chaud, il fait de plus en plus chaud. Est-ce que vous le ressentez, ça, qui fait de plus en plus chaud? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé par rapport à quand vous étiez toute jeune? Qu'est-ce qui a changé en Martinique? Les saisons. Il y a plus de saisons. Il y a plus de saisons. Et les scientifiques ont un mot pour dire ça. Ils vont parler d'abord de changement climatique. Et maintenant, en fait, il y a tellement plus de saisons, c'est tellement déséquilibré qu'ils disent qu'on est entré depuis quelques années dans une dérive climatique.
des choses dont ils vont bien vous parler tout de suite. Je te passe la parole, Jérémy, pour nous expliquer tout ça sur la Martinique. Donc, au niveau du système climatique, dans nos modélisations en Météo France, on va essayer de représenter vraiment le climat dans son ensemble. Donc, le climat dans son ensemble, ça sera avant tout le cycle de l'eau, l'intégralité du cycle de l'eau. Donc, on voit ici dans un gros bloc en fait qui va être l'hydrosphère. Donc, l'hydrosphère, c'est tout l'eau sous forme liquide sur Terre. Ensuite, il y a l'évaporation. Une fois dans les nuages, en fait, l'eau change d'état et va être sous forme de glace. Et on retrouve la cryosphère qui prend en compte aussi les glaciers. Les glaciers qui sont très intéressants parce qu'ils ont un albédo, donc un pouvoir de réfléchissant des rayons du soleil, donc ça chauffe moins. Moins il y a de glace, plus ça chauffe. C'est pour ça que, avec le changement climatique, ça s'emballe en fait. Ensuite, chose qui est très importante, en fait, ça va être la biosphère. Donc, les arbres vont pouvoir faire de l'évapotranspiration. Donc, ça permet localement de dégager un peu de chaleur. Cependant, la chaleur est restituée après dans l'atmosphère. En fait, elle n'est pas perdue dans le système. Et pour le climat, ce qui est très important, c'est de l'occupation des sols et les activités humaines. Donc ça, je vais passer vite fait dessus parce que je crois que l'introduction a été très bonne. Ça aussi, le gaz à effet de serre, on a vu, on va passer vite fait. Et on va passer sur le vif du sujet. En Martinique, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies? Donc, depuis 1965, en fait, on augmente la température moyenne de 0,3 degrés par décennie. Donc, ce qui est assez important. Et on a vu que c'est surtout les températures minimales, donc les températures nocturnes, qui augmentent plus que celles du jour. Ce qui fait en fait, la différence entre la température du jour et de la nuit tend finalement à se tasser, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué des nuits qui pourraient être beaucoup plus chaudes qu'avant. Plus un petit peu plus d'inconfort. On peut passer. Alors, au niveau du réchauffement global, c'est surtout au niveau c'est sur la Terre, en fait, qu'on a plus de réchauffement. Et plus précisément, ça sera au niveau des pôles et de l'équateur. Au niveau des pluies, on voit également en fait que c'est pas homogène. Donc le changement des pluies, c'est pas le même sur toute la Terre. Et dans l'arc antillais, ça se manifeste par une couleur marron. En fait, c'est une baisse des précipitations. Donc sur les Antilles, on a à peu près moins 15%. Enfin, on projette pour 2100 à peu près moins 15% de pluie. Moins 15%, ça paraît pas beaucoup, mais on verra tout à l'heure qu'en fait c'est super important et surtout il faut mettre ça en lien avec la distribution des pluies. Donc là, on va vous parler de résultats de modélisation qui ont été faits dans le cadre d'un projet qui s'appelait C3AF, avec une grille, donc la possibilité d'avoir une définition spatiale de 15 km sur l'arc antillais. Donc on va avoir une diapo sur les températures. Donc ici, je vais expliquer un peu cette image-là. On représente les mois, donc janvier à décembre ici. Donc on a les mois d'année et on a les années de 1980 à 2080. Donc là on a le passé et là le futur à partir de 2030. Donc ce que l'on peut voir, c'est, peut-être que vous allez pouvoir me le dire, la saison chaude en fait à Martinique, c'est quand? Quand est-ce qu'on a le plus chaud? Le carême. Ah, est-ce que c'est vraiment ça?
Ça serait quoi? Par exemple, si on regarde là, où est-ce qu'il fait le plus chaud? En fait, là où c'est le plus rouge, en fait, c'est de août, septembre et octobre. Et on voit qu'avec le temps, déjà dans le passé, jusqu'à 2015 environ, il y a de plus en plus de rouge. Donc, ça chauffe plus durant cette période. Ensuite, si on s'intéresse au futur, eh bien on retrouve un carême qui est beaucoup plus prononcé, parce qu'on voit plus de rouge. Et ensuite, la saison chaude, également, elle est beaucoup plus prononcée. Et entre les saisons, on s'aperçoit une chose, là où il fait le plus froid, dans le futur, bah, que c'est plus chaud que la saison chaude, actuellement. Donc là, on est sur, en moyenne, 3 degrés de plus. Donc c'est en réalité beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et après, si on regarde les températures nocturnes, donc les températures de la nuit. Donc quand est-ce qu'il fait le plus chaud la nuit en Martinique? Ça varie. Février. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve. On voit juin, juillet, mais ça commence aussi jusqu'à août. Et donc on remarque aussi que pour l'instant, il n'y a pas de superposition entre les nuits chaudes et les jours chauds, pour le moment. Mais dans le futur, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, ouais. Et on va avoir une superposition entre les nuits chaudes et les jours chauds. Donc on va plus se reposer. Ouais. Toute l'année, en fait, on aura des températures moyennes la nuit. Ça, on voit peut-être mal, c'est du 27 degrés, là. À l'échéance 2080. Donc actuellement, ça correspond finalement, on n'atteint même pas encore ça pour le moment en juillet par exemple. Donc ça c'est encore plus chaud que les nuits les plus chaudes qu'on connaît déjà. C'est quelle température? Pardon? Actuellement, quelle température c'est la nuit? Actuellement, la nuit, c'est en moyenne, pour les plus chauds, c'est du 25 pour les plus chauds, la période la plus chaude. Mais sinon, c'est du 20, 22, enfin, tout dépend où on se situe sur le territoire. Mais ça peut descendre morne rouge. Ouais. J'ai une question, moi. On voit que quand on regarde les températures sur la planète, on voit que de 1850 à 2000, donc en 150 ans, elles ont augmenté de 0,6 degrés. De 2000 à 2020, donc en 20 ans, elles ont à nouveau augmenté de 0,6 degrés. Et 2024 a terminé comme l'avait la plus chaude et on a encore augmenté de 1,56. On a terminé l'année 2024 vers 1,60, à peu près ça. Donc vous voyez que c'est une exponentielle qui va vite, quoi. Est-ce que ce qui va vite, c'est ce que tu es en train aussi de nous montrer sur notre territoire? C'est exactement ça en fait. Ici, on voit clairement en fait une accélération, ça devient de plus en plus rouge. C'est exactement ça, quoi. Et on le voit bien sur les modélisations, on le voit bien sur la donnée passée, enfin, la modélisation passée, et la modélisation, donc ce scénario-là montre exactement ça. Merci, je suis contente de l'entendre dire parce que quand on regarde la manière dont on agit au quotidien, la manière dont on pense la Martinique au quotidien, j'ai pas l'impression qu'on a un problème de climat. Donc je suis contente de t'entendre dire merci de la réalité des chiffres sur notre île. On va passer. Alors là, donc on va quitter le monde un peu des températures, mais on va aborder cette fois-ci un autre sujet, celle des pluies. Donc on voit qu'on va perdre à peu près 15% des pluies à l'échéance 2080
sur le territoire. 15%, ça représente quoi dans un verre d'eau? C'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup. Mais si le verre d'eau, en fait, on ne peut pas le boire petite gorgée par petite gorgée, mais qu'on n'en a pas en début de repas, mais tout à la fin. On ne s'hydrate pas de la même manière. Et c'est ce qui se passera pour la Martinique. C'est-à-dire qu'en début d'année, on aura quelque chose comme l'année 2024. C'est un excellent exemple. Très peu d'eau en début d'année. Une saison des pluies qui s'assèche un peu, mais quelques événements exceptionnels, un petit peu plus costauds, qui rechargent ponctuellement, mais donc des cumuls annuels d'eau relativement identiques, donc le fameux moins 15% qui n'est pas beaucoup, mais en réalité on a changé toute la façon d'arroser la Martinique. Qui induit surtout en fait un carême beaucoup plus sec et des événements extrêmes entre la saison sèche et la saison des pluies. Ensuite, on va s'intéresser aux cyclones. Est-ce que vous connaissez les deux types de cyclones dont on parle ici? Est-ce que vous avez entendu le mot, par exemple, les cyclones capverdiens? Oui, ça vient du Cap-Vert. Ça vient du Cap-Vert. Et il y en a un deuxième alors? Non. Le cyclone barbadien. Donc, on va expliquer alors. Donc, on a le cyclone des Cap-Verts, comme dit madame, qui se forme au Cap-Vert. Donc, à peu près là. Et lui, il va avoir une trajectoire un peu en virgule, comme ça. Et on a l'autre cyclone, en fait, qui est le barbadien, qui va se former pas du tout sur les côtes africaines, mais plutôt au milieu de l'Atlantique. Et lui, il va avoir une trajectoire vraiment rectiligne. Et dans le cadre du changement climatique, en fait, on a vu que ça chauffe. Et les océans chauffent. Et ce qu'aime bien en fait le cyclone de type capverdien, il aime bien la température de 26 degrés, c'est ce qu'il cherche. Donc plus l'eau va monter dans l'Atlantique, et plus le cyclone capverdien finalement, il n'a pas besoin d'atterrir aux Antilles pour avoir les 26 degrés. Il va trouver les 26 degrés avant, et du fait de la rotation de la Terre, en fait, il va remonter au nord, toujours en cherchant du 26 degrés. Mais le cyclone de type barbadien, lui, il est moins influencé par la rotation de la Terre parce qu'il est plus bas, en fait. Et donc, il va aller plus tout droit. Et celui-là, par exemple, on peut, par exemple, si on fait appel à notre mémoire et qu'on se rappelle de Beryl l'année dernière, il avait quelques caractéristiques, ce cyclone. De 1, il s'est formé relativement tôt dans la saison. Ensuite, il est passé de catégorie 1 à 5 très rapidement. Et il avait un autre truc aussi, je ne sais plus, je vais le faire. Hein? Ouais, très puissant, un classe 5. Un classe 5. Et c'est exactement ça qu'on risque. Le risque en fait pour les Antilles, ça sera un petit peu moins, va être diminué du côté pour les cyclones des types capverdiens, et par contre le risque lié au cyclone barbadien va augmenter, parce qu'on aura des cyclones plus intenses, donc plus de catégorie 4 et 5 sur le territoire. Aussi, chose qui est pas anecdotique aussi, c'est que les cyclones détruisent par le vent, mais là on voit qu'avec le changement climatique, les cyclones vont charrier beaucoup plus d'eau. Donc on se retrouve avec un deuxième risque important lié au cyclone, c'est les inondations et les crues rapides. On peut passer. Alors, ouais, on va passer.
Donc ça c'est un QR code. Avec le téléphone on peut, si l'on souhaite, accéder à des portails tels que ClimatHD qui permettent d'avoir beaucoup de chiffres sur le changement climatique en Martinique. Donc les résultats que je vous ai présentés sont accessibles en ligne si vous souhaitez les retrouver plus tard. Par rapport à tout ce que... J'ai une petite question. Par rapport à tout ce qui nous a été présenté, donc on voit que les risques augmentent. Quels sont les impacts sur notre santé? Est-ce qu'il y en a? Et quels sont-ils? Alors, merci beaucoup. Je vais pouvoir avoir une belle transition, faire une belle transition parce que ça va être le sujet. Alors, là, on a quelque chose un peu conceptuel. Hein. On a finalement les choses liées au changement climatique, donc c'est cyclones, c'est les fortes températures, les fortes pluies, et aussi la qualité de l'eau, c'est important, et la qualité de l'air. Ça, elle est confrontée, finalement, on l'expose aux gens, aux habitations et à tous les flux de communication, les flux de nourriture, les flux d'eau et les flux de transport, donc routiers. Et tout cela, en fait, a une certaine vulnérabilité qui est liée à la géographie. Par exemple, s'il pleut beaucoup à un endroit, il peut y avoir des glissements de terrain. Donc il y a une certaine vulnérabilité. Et aussi les classes sociales, d'où on vient, si on a une maison en dur ou si on a une maison en bois, peut-être qu'elle a moins résisté, par exemple. Ça, c'est la vulnérabilité. Si on multiplie tout ça, finalement, on a un risque sur la santé. Et les risques sur la santé, quasiment tous nos organes, en fait, vont être confrontés au changement climatique. Par exemple, on a des risques liés à l'hyperthermie, on a des risques liés à des accidents liés au cyclone, on a des risques respiratoires liés à la qualité de l'air, on a des risques liés à la qualité de l'eau. Là, il y a un petit mot zoonose. En fait, il faut faire référence au Covid. En fait, c'est le fait que certaines maladies provenant des animaux atterrissent chez l'humain. Et ça, avec le changement climatique, et avec aussi l'occupation des espaces, en fait moins d'espace pour la nature, en fait ça c'est démultiplié. Donc il n'y a pas que le changement climatique là, c'est aussi l'occupation des sols. Il ne faut pas construire partout, il faut laisser de l'espace à la nature. Parce que sinon les virus qu'il y a dans la nature en fait peuvent être transmis à l'homme facilement. On a les maladies vectorielles, bon c'est un grand mot pour dire la dengue, etc. La malnutrition, plus il fait chaud, moins les plantes ont un bon rendement. Par exemple, hier on discutait, s'il fait trop chaud, on peut plus cultiver de tomates en Martinique. Parce qu'elles ont besoin d'une température minimale pour les semis qui est de 19 degrés. C'est pour ça que c'est plus simple de faire des tomates à morne rouge qu'au Lamentin. Ensuite, il y a le stress, en fait. Si on peut plus bien dormir, etc., au long de l'année, en fait, ça induit finalement beaucoup de stress et de maladie. On va passer. Là, on va passer vite fait aussi. En fait, le tableau précédent, c'est juste pour préciser que dans le cadre... dans les Caraïbes, en fait, on pourrait perdre au strict minimum, dans le scénario le plus optimiste, dans le futur, minimum une semaine de travail dans certains secteurs tels que l'agriculture et la construction. C'est-à-dire que le changement climatique impacte la santé, mais aussi les secteurs économiques. Mais on va passer ça. Donc on va passer au vif du sujet qui est les fortes chaleurs. Donc est-ce que lorsqu'il fait 30 degrés, même 30 degrés, c'est le même tous les jours. En ressenti, non, pourquoi? Il y a l'humidité, parfait. Ensuite, s'il y a une peine d'Alizé, les 30 degrés, on les supporte ou...
Une pâte d'Alizé, pas de vent. On les supporte pas. Ouais. Donc il y a le vent et l'humidité qui interviennent beaucoup sur le ressenti de la température. Donc pour ça, on utilise des indicateurs thermiques. Donc on va jouer avec les températures et les paramètres tels que l'humidité et le vent pour avoir des indicateurs qui se rapprochent de la température mais qui donnent mieux le ressenti. Et la température, en fait, ça impacte beaucoup en fait l'humain, notamment pour des problèmes de déshydratation. On peut même mourir en fait s'il fait trop chaud, et ça a des impacts sur la santé mentale. Alors là, on a confronté donc des bases de données issues de la santé, donc les consultations liées aux fortes chaleurs, et on a croisé ça avec la température et l'humidité. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus, donc ça se manifeste par le bleu foncé, c'est qu'il y a beaucoup plus de consultations quand il y a beaucoup d'humidité en Martinique. Donc plus de malaise, etc., liés aux températures quand l'humidité est élevée. Après, s'il fait trop chaud, en fait, il y a une adaptation du comportement des gens. En fait, on va être beaucoup plus cool, quoi. On va pas faire son jardin, etc. Et après, on voit que le vent aussi a un impact. En fait, plus il y a de vent, et moins il y a de consultation. Donc on va passer celle-là. Juste, non, on va revenir là, puis on va conclure là. En fait, toujours en Martinique, on voit qu'on est toujours systématiquement dans un certain inconfort, et que lorsqu'on est dans la catégorie beaucoup d'inconfort, en fait c'est là où on retrouve beaucoup de consultations. Et voilà, ça c'est une étude qu'on est en train de faire avec Santé publique France, et je vais conclure dessus, quoi. Je sais pas si tu as un mot, Philippe, en conclusion. Ah oui, Anaël, il est où? Ouais. Oui, alors sur le stand, on a une enquête justement sur ce sujet-là. Et on aimerait beaucoup, vraiment beaucoup, recueillir beaucoup de réponses à ce questionnaire-là, parce que c'est une enquête qui va nous permettre à Météo France de peaufiner des indicateurs pour la Martinique, pour donner des alertes éventuellement s'il fait trop chaud, pour réduire les activités. Donc ça peut être pour les scolaires, pour les sportifs, etc. Donc ça nous aiderait beaucoup que vous remplissiez cette enquête de terrain. Et le QR code va être un peu plus bas, juste ici. Donc vous pouvez... Ouais. Donc, quand vous irez sur notre stand, il y aura Anaïs Messager qui est une stagiaire en fait, qui est en train qui a préparé un petit questionnaire. Et voilà, votre contribution est très importante pour nous. L'idée c'est que quand on fait de la recherche comme on le fait là, elle est tout de suite à vue d'application. Donc le climat change, et Météo France est en train de changer aussi. C'est-à-dire que les services que vous avez d'habitude avec il va faire beau, etc., c'est bon, c'est bien. Vous avez vu qu'il y avait quand même un petit changement qu'on a fait la vigilance submersion. On vous donne le risque l'eau rentre dans les terres. Donc ça c'est un changement qui est lié au fait qu'il y a des épisodes, notamment en Côte Caraïbe, où la mer va franchir le Carbet, on le voit. Moi quand je vais au Carbet, je trouve que dans l'année, il y a de plus en plus souvent du sable de la gendarmerie. Voilà. Donc ça, on est en train de mettre, on a mis maintenant une veille, bon, on n'est pas super fort encore, mais on est en train d'améliorer les choses. Et puis là, typiquement demain, sur les vagues de chaleur, on voudrait avertir, donc ça c'est avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, avec Santé publique France, on voudrait vous avertir quand on sent que les conditions ne sont pas favorables et qu'il y a un risque pour vous. Un risque parfois létal. Je dois vous dire quand même qu'en septembre 2023, il y a eu 7 personnes qui ont été victimes avec des décès en Guadeloupe. Et ce n'étaient pas des gens en mauvaise santé, c'était des sportifs parfois qui sont allés courir à des moments de température maximale. Donc ils commencent à avoir des occurrences de victimes, de gens qui font des arrêts cardiaques en situation d'hyperthermie. Donc nous on voudrait en fait avec l'ARS et Santé publique France
sur tous les territoires antillo-guyanais. Donc c'est une étude qui est en cours avec tous les Outre-mer, à La Réunion, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. D'ici 2026, c'est pouvoir faire une météo vague de chaleur et pas crier au loup pour rien, parce que, comme on dit, Bozoka dit ça tout le long, il n'y a pas à faire. Non, il faut qu'on arrive à vous avertir quand ça a du sens. Voilà. Donc, du coup, on a besoin de vous. Donc, passez voir Anaïs, s'il vous plaît, pour qu'on puisse récupérer un peu vos sensations. Voilà. On veut absolument corréler nos chiffres à vos vécus. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Est-ce que vous comprenez un peu mieux déjà ce qui se passe en termes de dérèglement climatique? Est-ce que ça vous... Ah. Donc on va effectivement passer aux questions-réponses, c'est parfait. C'est une question, est-ce que c'est possible qu'il y ait des confinements climatiques à l'avenir par l'État, quoi? Alors si on fait le retour d'expérience sur la vigilance canicule, moi j'étais en 2003 à Toulouse. J'avais heureusement un petit studio au rez-de-chaussée, qui était presque une petite cave, une petite garçonnière. Il faisait plutôt bon. Mais là, par exemple, dans les EHPAD, ils ont pris des décisions de mettre les gens dans certaines salles climatisées. On pourra aller beaucoup plus loin. Hein. Il y a des quartiers, par exemple, où les gens n'osent pas sortir de chez eux. On pourra aller chercher les gens chez eux et les amener dans des espaces climatisés. Bon. Après, il y a des débats sur la climatisation. Annabelle pour en parler. Effectivement, l'idée, c'est pas de multiplier les espaces de climatisation, mais c'est d'offrir des solutions de refuge aux gens quand ils n'ont pas la climatisation chez eux. Ça, c'est typiquement des solutions qui pourraient être envisagées en termes de rafraîchissement. Voilà. Après, il y a aussi la partie prévention, c'est-à-dire boire beaucoup plus. Il y avait Patrick Onekouraï, qui est un médecin avec qui on a échangé hier, qui disait que effectivement, s'hydrater beaucoup plus dans ces situations-là est important. Une des manières de le savoir, c'est effectivement de aussi sentir son corps, de sentir qu'on a parfois des maux de tête quand on a... Voilà, donc il y a un certain nombre de messages de prévention qui vont rentrer dans le dispositif. Donc on va mettre en place des alertes. Il y aura aussi des messages de prévention pour vous dire attention, renforcer telle chose. Les EHPAD vont aussi avoir des plans d'action, par exemple, pour mettre les gens en sécurité, etc., etc. On n'a pas tout imaginé encore, mais oui, il y aura des changements. Alors moi quand même, je voulais compléter en disant que est-ce qu'il n'y a pas aussi des alternatives du côté des constructions bioclimatiques? Imaginons effectivement si demain on doit se confiner pour des raisons de forte chaleur, s'il y a des lieux dédiés à ça, est-ce que ces lieux ne devraient pas être pensés de façon bioclimatique pour essayer de passer à côté de la clim ou de limiter la clim? C'est pour ça que j'évoquais la clim, parce que c'est ce qui paraît le plus concret, c'est ce qui se passe actuellement dans l'Hexagone. Mais effectivement, il y a tout le travail de fond qui est d'ailleurs poussé notamment par l'ADEME, qui est d'aider à la transformation bioclimatique des habitations. Après, il y a la question des moyens, c'est-à-dire même si vous avez des aides, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de changer leur habitat. Donc il y aura quand même une réalité sociale, c'est que certains habitats vont évoluer pour être bioclimatiques et d'autres ne le seront pas. Donc dans cette réalité, il faudra parfois conjuguer, comme on le fait, hein, on a tous envie d'émettre moins de gaz à effet de serre, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en voiture. Bon. Donc voilà, donc il y aura quand même cette réalité-là, sociale, à intégrer, mais avec, effectivement, comme tu dis, cette tendance sur l'habitat bioclimatique qui est en train de prendre, mais qui va être un peu en mixte dans un premier temps. Voilà. De toute façon, il n'y a souvent pas de solution magique ou miracle, hein, c'est un mélange de solutions. Alors on va passer à une étape, cette fois-ci, qu'on a appelée les questions qui fâchent. Je vais vous demander là de prendre la parole vraiment et de nous dire sur la question du dérèglement climatique, de la transition écologique, qu'est-ce qui vous paraît parfois incongru ou qu'est-ce que vous ne comprenez pas, ou est-ce qu'il y a des contradictions que vous avez remarquées, des choses qui... Ça vous titille, quoi. Est-ce qu'il y a comme ça des questions qui fâchent que vous aimeriez poser? Et vraiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser, lâchez-vous. Voilà. Est-ce que vraiment il n'y a pas des questions que vous vous posez? Vous n'avez pas de réponse aujourd'hui. Moi déjà, bonjour. Ce que je voulais vous demander, je sais que vous n'êtes pas capable de prévoir les tremblements de terre, mais les cyclones, combien de temps exactement avant Météo France est capable de voir qu'il y a un cyclone qui arrive? Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de tous ces problèmes de développement climatique, ce qu'il faudrait faire, pas faire, mais j'ai l'impression que les choses n'avancent pas tant que ça. Moi, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de rassemblements, beaucoup de blabla, c'est clair. Mais j'ai l'impression que les actions, j'ai pas l'impression, ou alors je suis mal placée, je
suis pas à même de me rendre compte, mais j'ai pas l'impression qu'en Martinique, où je vis actuellement, que les choses ont envie de se bousculer vraiment pour améliorer la situation. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Voilà, ça c'est un exemple de question qui fâche. Alors, je vais répondre sur les cyclones, et puis je vais profiter de la présence d'Annabelle, en fait, pour la deuxième question. Alors, pour les cyclones, tout à l'heure, on a vu qu'il y a deux types de cyclones. Le barbadien et le capverdien. Donc déjà, on va repartir sur comment on cuisine un cyclone. Hop là. Comment on cuisine un cyclone? En fait, il faut 26 degrés. Il faut de l'humidité dans l'air. Il faut pas de cisaillement. Le cisaillement, c'est quoi? C'est une différence de vent entre le vent en bas et en haut. C'est-à-dire s'il s'oppose, il y a très peu de risque d'avoir un cyclone. Ensuite, il faut une onde d'est équatorienne, africaine, c'est-à-dire que c'est nos fameuses ondes tropicales en gros. Ça fait comme une vague si on regarde le vent. Il y a beaucoup de vent, moins de vent, beaucoup de vent. Et dans la phase où il n'y a pas beaucoup de vent, c'est là où le cyclone de type capverdien, s'il y a des autres éléments, ingrédients dont je parlais, va se former. Donc le cyclone capverdien, on peut le prévoir au moins 14 jours à l'avance, le temps qu'il traverse l'Atlantique. Le cyclone de type barbadien, lui, il a une croissance très rapide et il est chaotique. Et le chaos, en physique, en fait, on ne sait pas trop bien le modéliser proprement. C'est vraiment d'une journée à l'autre, voire 2 jours à 2 jours près, en fait, qu'on a vraiment l'information sur la croissance, notamment, qui est très rapide de cyclone-là. Donc donc il y a un cyclone qui est simple à prévoir et l'autre qui est un petit peu plus compliqué. Si on voyait ça, en fait, je sais pas. Philippe, si tu veux répondre. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que, en fait, dans le discours, alors c'est plus des catégories. C'est pas un cyclone barbadien, un cyclone. On va dire c'est des catégories. Il y a des catégories de cyclones capverdiens et des catégories de cyclones barbadiens. C'est-à-dire qu'il y en a qui naissent au Cap-Vert, puis comme il a dit, il y en a qui naissent au milieu de l'Atlantique, et puis qui finalement se rapprochent de Barbade qui reviennent vers nous. C'est des familles. Voilà. C'est comme si on a... Ils prennent parfois leur source dans le fait que les températures de l'eau sont tellement chaudes qu'elle n'a pas besoin des conditions africaines pour démarrer. C'est ça le truc. C'est-à-dire que l'océan s'est tellement réchauffé qu'en fait, on n'a pas besoin de l'espace continental africain et de toute la chaleur qui rayonne, ou des espaces océaniques proches de la côte africaine pour que ça démarre. Ça démarre au milieu de l'Atlantique. Donc, en fait, c'est un peu la trajectoire. Quand on dit barbadien, c'est aussi parce qu'ils ont tendance à d'abord toucher Barbade et puis ensuite venir nous toucher. Alors, ce qui est particulier chez les barbadiens, pourquoi on dit barbadien? Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils changent très vite. Maria. En 48 heures, même pas, en 36 heures, ils passent de catégorie 1 à catégorie 4. Ça, il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont capables de le voir. Vous pouvez prendre à madame. Et c'est un peu ce qu'il dit Jérémy, c'est-à-dire que ces changements rapides, là, les modèles, presque on n'y croit pas, en fait. C'est-à-dire c'est tellement... On ne le voit pas forcément venir. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Voilà. Et après, je pensais... On va prendre Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y avait une remarque de madame. Annabelle a été sollicitée pour répondre à une partie de la question. Bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui en tant qu'ingénieur de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Mais en tout cas, merci pour la question. Et c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas assez de communication au grand public pour tout ce qui est fait dans le domaine justement de la transition écologique qui se passe au niveau des entreprises, des collectivités, des associations qui sont très actives. Donc l'ADEME, en fait, son rôle, c'est vraiment de mettre en œuvre les politiques publiques pour justement travailler en faveur de la transition écologique. On finance beaucoup de projets en fait auprès des entreprises, des collectivités pour travailler sur, alors ce qu'on disait hier justement à une réunion pour les professionnels, sur 2 thématiques de la politique climatique, c'est-à-dire l'atténuation. On travaille sur vraiment les causes du changement climatique, on tâche de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a le pilier
de l'adaptation au changement climatique qui permettent d'anticiper tout ce qu'on a vu aujourd'hui et de se préparer en fait à la situation critique qu'on aura à vivre et qu'on vit déjà actuellement. Et donc, oui, donc à l'ADEME, on finance de nombreux projets. Alors, il y a beaucoup d'entreprises industrielles, des entreprises même dans le tertiaire qui œuvrent pour diminuer les consommations d'énergie, leur consommation d'énergie de tous les jours, que ce soit sur la mobilité ou que ce soit le bâtiment, comment réduire les émissions liées au bâtiment ou à la mobilité. Donc, on est sur plusieurs secteurs à l'ADEME. Le développement des énergies renouvelables, donc, depuis que moi je suis arrivée à l'ADEME, ça fait 15 ans, c'est vrai qu'au départ on était à 7% d'énergie renouvelable dans l'électricité en Martinique, avec quelques panneaux solaires, une éolienne ou deux au Vauclin. Là on est à 26% d'énergie renouvelable dans l'électricité, donc ça a évolué. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on communique beaucoup plus pour le grand public, c'est déjà à vous, donc c'est un message que je prends aujourd'hui pour nous. Et pour d'autres, il y a la collectivité territoriale aussi qui a son rôle à jouer et qui est engagée dans une politique justement de programmation pluriannuelle de l'énergie pour voir comment on peut baisser ces énergies fossiles en Martinique. Donc il y a beaucoup de projets. Personnellement, moi, je m'occupe de la mobilité durable et de la qualité de l'air. Et depuis 2019, entre 2019 et 2024, on a aidé 44 projets, on a aidé à 2,4 millions d'euros d'aide publique pour justement des collectivités, des associations, pour notamment travailler sur la mobilité durable, comment mettre en place des services de vélo en Martinique. Il faut savoir qu'il y a 7 communes qui ont des projets de pistes cyclables en Martinique. Ça prend du temps, il y a des maîtres d'œuvre qui sont en train de travailler sur les études de faisabilité. Vous allez peut-être voir à Sainte-Luce, il y a un projet de la CTM pour une grosse piste cyclable le long de la route de Sainte-Luce par exemple. Mais il y a encore le Diamant, Sainte-Anne, Anse d'Arlet, Fort-de-France, notamment Trinité, le Vauclin qui ont des projets de pistes cyclables. C'est un exemple. Donc il va pouvoir faire en sorte que le vélo soit de nos modes de déplacement du quotidien et pas que pour des loisirs ou du sport. Donc vraiment, on va tâcher d'être plus communicant vis-à-vis du grand public. Merci en tout cas. En tout cas, merci. Alors je vais rajouter peut-être 2 petites choses. Merci beaucoup parce que l'ADEME nous soutient et cette manifestation-là existe aussi grâce au soutien financier de l'ADEME. Donc merci à eux, merci à Ipiranga aussi qui nous accueille aujourd'hui, l'écolieu de Tivoli. Vraiment, ces 2 partenaires nous sont conséquentes. Il y a plein de gens qui font effectivement plein de choses, mais madame, Mandako et Pio, franchement, on ne peut pas dire l'autre bagaille, Mandako et Pio, d'accord? S'il y avait assez de choses faites, je serais tranquillement à la mer avec les enfants. Je ne serais pas en train de monter la déclic citoyenne Martinique là. Et n'aurait pas essayé de rallier toutes les personnes si nos politiques en parlaient par exemple tous les jours. Ce n'est pas le cas. On n'en entend pas parler. Merci aux médias qui sont venus aujourd'hui, mais c'est après longtemps de les travailler corps à corps qu'ils arrivent à venir sur nos manifestations qui parlent du climat. Merci à vous tous et toutes d'être là, mais au tout début, nous avons fait ces conférences avec que quelques personnes. Donc vraiment, tout ça, c'est des choses qui avancent ensemble et c'est difficile parce que ce sont ces sujets, tous les sujets que vous avez entendus. Peut-être qu'il y en a qui ne vous ont pas fait plaisir. Peut-être que vous avez pris des réalités en face qui sont difficiles à prendre. Et effectivement, il y a des gens qui disent « Mais non, nous, on ne veut pas en parler. De toute façon, parce que ça fait peur aux gens, vous n'avez pas à dire ça aux gens. » Bon, on n'a pas à dire la réalité aux gens. C'est pourtant la réalité. Mais c'est vrai que quand on lit les projets, quand on lit, et ça faisait partie du premier de mon dossier, élément de mon dossier de presse pour alerter, quand on regarde, le port s'agrandit, l'aéroport s'agrandit, il y a de plus en plus d'hypermarchés, de supermarchés, pardon. Il y a de plus en plus, j'ai encore vu une station d'essence se construire. Puis Philippe va en remettre aussi, parler de quelques projets aussi. Vraiment, c'est à ce moment-là, effectivement, on peut se poser vraiment des grandes questions sur la cohérence de la prise en compte de ces grands enjeux par rapport à ce qui est en train de se faire. Et c'est pour ça aussi qu'on met ces manifestations-là au cœur, parce que nous, on est tous concernés, on le sait. On sait que quand on n'aura plus d'eau, vers qui on va se tourner en premier? Vers nous-mêmes, et puis vers les voisins, vers ce qu'on aura réussi à monter ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de manifestation-là aussi, dans ce lieu-là. L'écolieu de Tivoli a fait des réussites, ils expérimentent sans cesse. Mais ils montrent quelque chose qui fonctionne. Sur un petit endroit, regardez tout ce qui pousse.
Il n'y a pas des hectares et des hectares de terre là qui sont cultivés. C'est un petit endroit qui fonctionne de manière intégrée, comme il l'expliquera tout à l'heure, qui fait que, eh bien, on arrive à faire plein de choses. Et quand vous allez partir et aller voir les exposants, ils vont vous montrer comment avec peu de moyens on peut cuire, comment avec peu de moyens on peut filtrer de l'eau, parce qu'au final, qu'est-ce qui va compter? Quand il y a une crise, qu'est-ce qui compte? C'est boire et puis manger. C'est d'abord ça. On est d'accord, boire, manger, dormir. Et essayer de rester en santé. D'accord? Vous ne le voyez pas, la crise sera là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Isala, exactement. Donc aujourd'hui, il faudrait que tout le monde vraiment s'y mette et redoubler les bouchées là maintenant. Exactement, il faut redoubler les bouchées bien. C'est pour ça qu'on est tous là ensemble à agir et merci de le dire, madame. C'est super. Bravo. Et merci Martine et toute l'équipe des stratégies résilience et de la déclic pour l'organisation de cet événement. On a besoin de moments comme ça pour échanger et prendre conscience collectivement. Madame, une question? Oui, juste une question. Alors évidemment, vraiment félicitations pour la qualité des interventions des intervenants qui montrent l'importance de la problématique aujourd'hui. Hein, donc on n'est pas forcément tous sensibilisés. Et par rapport à ça, moi je me demande si ce type d'intervention ne pourrait pas se faire dans les écoles. Parce que nos enfants sont des vecteurs, des véhicules. Ce que nous, on n'a pas forcément... on n'a pas pris l'importance. Et les enfants sont là pour nous rappeler encore plus facilement les choses. Alors, est-ce qu'il y a ce type d'intervention prévue dans toutes les écoles? Juste avant que tu répondes, Karen, et je vais aussi donner la parole juste après à Philippe, je voudrais vous dire quelque chose. Mais il faudrait que vous me donniez l'autorisation de vous dire quelque chose, mais qui va pas vous faire, c'est pas quelque chose qui met du baume au cœur. D'accord? Est-ce que vous avez envie que je vous dise? Bien sûr. Oui? D'accord, ok. Les enfants, il faut qu'ils soient au courant, hein. Ça je suis d'accord avec toi. Maintenant, les enfants, ce sont d'abord, et nous adultes, nous devons absolument prendre conscience, les plus vulnérables dans cette histoire. Et d'ailleurs, tu l'as bien souligné sur tes slides santé à un moment donné, les enfants sont les plus vulnérables dans ce qui se passe. Pour vous donner une image, j'écoutais un jour une personne, une scientifique du GIEC qui intervenait après les inondations à Valence. Vous vous souvenez des images des inondations à Valence, hein? Elles étaient énormes. Elle en avait les larmes aux yeux hein, quand elle intervenait, parce qu'elle disait quand même, depuis le temps qu'on est en train de sensibiliser, de dire attention, c'est ce qui va se passer. C'est en train de se passer et les gens n'ont pas réagi, on aurait pu arriver à empêcher ça. Mais elle disait quelque chose, elle disait voilà, imaginez-vous dans la rue, vous avez eu de l'eau très très forte qui dévale. Donc au bout d'un moment, ça fait une très grosse vague. Si elle est très 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 grosse, comme c'est déjà arrivé par exemple, c'était en Libye, où un barrage a lâché à cause d'énormes pluies, et bien là, t'as rien à faire parce qu'en quelques secondes, tout est emporté. Si elle arrive, mais elle arrive de manière à ce que, eh bien, tu aies le temps de réagir. Si tu es adulte, que tu es en bonne santé, qu'il y a un lampadaire, tu peux courir, monter et t'accrocher et tenir le lampadaire. Et tu as une chance pour ne pas être emporté. D'ailleurs, on l'a vu. On voit souvent dans ces cas-là des gens accrochés en hauteur. Si tu as un enfant, zéro chance. Zéro chance. Nos enfants sont soumis depuis qu'ils sont petits à la malbouffe. Nos enfants, depuis qu'ils sont petits, sont soumis à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, à des chaleurs terribles. On n'a rien, on ne change quasiment rien. On ne change pas leurs horaires de sport. On ne change pas les manières de nous habiller. On ne change rien à notre manière de fonctionner. Ou très très peu. Ils sont d'abord soumis à tout ça, au quotidien. La première des choses qu'on devrait imaginer à faire, c'est d'abord d'essayer de trouver le moyen rapidement de les mettre tous en sécurité. Et effectivement, comme tu dis, de leur dire la vérité, parce qu'il y a une autre phrase qu'un scientifique a employée qui m'a marqué aussi, c'est de dire, voilà, vous avez vu, vous vous souvenez de votre enfance. Comme tu disais, il y avait des saisons. On savait quel temps il allait faire à cette période, on savait quel temps il allait faire à cette période, et on faisait avec, et on avait tout organisé autour de ça. Eh bien, nos enfants ne connaîtront que des dérives et des déséquilibres climatiques. Mois par mois, année après année, mois après mois, jour après jour. Voilà ce dans quoi ils vont vivre. Donc oui, nous devons leur en parler.
Mais nous devons, nous, prendre conscience de la vulnérabilité énorme à laquelle on les soumet au quotidien. Je passe, je ne sais pas si Philippe est là, si tu veux compléter, ou Jérémy, si tu veux compléter. Moi, je viens juste compléter pour dire que oui, il y a des activités qui sont dans les écoles, il y a des séances de sensibilisation, il y a même plein d'outils pédagogiques qui existent, comme la fresque du climat, qui est un outil que vous avez peut-être déjà découvert ou que vous pourrez découvrir à l'entrée. Il y a un stand, c'est le tout premier. Donc il y a des choses qui existent et qui se font. Mais je rejoins Martine en disant que nous sommes aussi responsables. Hein. Il ne faut pas qu'on se dédouane sur nos enfants en disant « bon, nous c'est trop tard, les enfants vont gérer ». Non, on n'a pas cette responsabilité à mettre sur les épaules. On a tous une autre responsabilité en tant qu'individu et en tant que société. Et on peut tous faire quelque chose à notre échelle, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc je pense que c'est quand même important de prendre conscience de ça. Merci d'avoir dit ça. Il y a un lycée qu'on accompagne depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui a commencé par quelques fresques du climat, comme ça, des élèves éco-délégués. Puis il y a des professeurs qui nous ont dit « Ah ben nous, on voudrait bien tester ». Ils ont testé, ils se sont réunis entre eux et ils nous ont dit « Voilà, nous, on voudrait prendre une demi-journée et sensibiliser tout le staff encadrant, administratif, opérationnel et professeur, quel que soit ce qu'ils font dans l'établissement. » Et on a fait, avec le concours de l'ADEME d'ailleurs, une super opération l'an dernier, une fresque du climat avec 200 personnes. 200 adultes qui ont d'abord pris conscience. Et ces personnes ont continué à travailler pour ouvrir aux enfants justement au collège, c'est un lycée, pour ouvrir au lycée d'autres manières de faire. Voir comment est-ce qu'ils peuvent changer les horaires, comment est-ce qu'ils peuvent changer les tenues, comment est-ce qu'ils peuvent jouer sur l'eau, plein de choses. Et cette semaine, la semaine prochaine, d'ailleurs, juste après la déclic, on sera encore dans une autre grosse opération. Et cette fois-ci, on va sensibiliser 200 jeunes. Et ils ont une opération sur une semaine, qui s'appelle le temps d'agir. Et en fait, peut-être Gwenaëlle, si elle est dans le coin, elle pourra mieux venir en parler, mais qui justement touche plein de sujets pour dire aux jeunes, il y a des métiers en fait et des voies qui vous permettent de mieux prendre en cohérence et en connaissance ces éléments d'interaction avec le vivant. Et voilà, leur objectif, c'est vraiment d'emmener des jeunes vers ces filières lorsqu'ils auront mieux pris conscience. Donc oui, tu as raison. Et on voit que quand on sensibilise les adultes d'abord, ils ont derrière des actions beaucoup plus en profondeur vers les enfants. Ça va dans les deux sens en fait. Hein. Et on voit dans le mode de consommation, quelque chose ne fonctionne pas, je jette. Je prends ma bouteille en plastique, etc. Et je trouve que les enfants sont des piqûres leur rappel. C'est pas que c'est maman, attention, il faut faire comme ça. Et ça, de l'intérieur, je dirais. Donc effectivement, c'est interactif. Hein. Mais des fois, ils ont une façon de parler qui se fait. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Alors, de le dire. On a une autre question, puis après, on va passer à la suite du programme. Du coup, alors en fait, moi, c'est pas une question qui fâche, mais comme on a parlé de climat et santé, j'aurais voulu savoir s'il y a un lien entre le changement climatique et les sargasses, puisque on sait que ça a un impact sanitaire. Donc, est-ce qu'il y aura plus de sargasses ? Oui, alors il y a une conférence tout à l'heure qui va propose de pas y répondre tout de suite. entamer le sujet et donc tu pourras la poser là. Vous pouvez aussi rencontrer sur le sujet One Health, qui est une association qui s'occupe de la santé. Elle est avec la fresque du climat, donc vous pouvez interagir avec eux sur ça. Je voulais juste dire, parce que madame a souligné dans sa prise de parole les tremblements de terre. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Le changement climatique, il y a plus de tremblements de terre. Alors, je voulais vous dire, mais Jérémy, tu vas compléter ma réponse, mais moi, du coup, je cherche beaucoup ce qui sort sur ça. Et ce qui sort sur ça, on voit que c'est une science, la science qui étudie les liens entre le changement climatique et le tremblement de terre, elle est assez récente par rapport à la science qui établit tout le reste. Donc, ils n'ont pas encore de très gros résultats à nous montrer sur la corrélation. Mis à part le fait que, quand il y a des grosses quantités de glace qui se libèrent, ça remonte un peu la Terre et ça fait fonctionner les choses un peu différemment. Voilà, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet, Jérémy. Ce qui est une question que beaucoup de gens, au final, se posent sur ça. En tout cas, nous, on arrivera un jour avec une conférence sur ça et quelqu'un qui puisse vraiment... Oui, vas-y.
Alors, au niveau de la géologie du globe terrestre, justement, il faut voir que lorsqu'on fond les glaciers sur les pôles, il y a une déformation du globe terrestre qui s'opère. Et notamment, par exemple, le BRGM, lorsqu'il va étudier l'élévation du niveau marin, va prendre en compte dans ses modèles la déformation du globe terrestre liée à la fonte des glaces. Donc il y a un direct, en fait, un stress qu'on met sur la croûte terrestre lié au changement climatique en lien avec la fonte des glaces qui est là. On prend une dernière question et on passe à la suite. Monsieur. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bravo pour cette organisation. Je voudrais revenir sur quelques points qui ont été évoqués tout à l'heure. La question de l'éducation. Alors c'est vrai que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Il y a urgence. Toutefois, alors ne vous méprenez pas sur mon propos. Je considère effectivement que la situation est urgente. Toutefois, à avoir un discours, je ne dis pas que c'est le vôtre ici, mais avoir un discours anxiogène, j'allais dire accusateur, fait que ça augmente, de mon point de vue, les réticences au changement. Il est, me semble-t-il, nécessaire que, notamment, la cible des enfants, qui sont de cette génération, à qui nous allons léguer plein de choses, eh bien, puissent être éduqués, on puisse leur apprendre à changer de représentation du monde dans lequel ils vont devoir vivre. Par exemple, des gestes éco-citoyens. Je me souviens, je suis d'une génération, quand je regarde certains d'entre vous ici, il y a quelques années à la Martinique, il y a eu une campagne que j'avais trouvée extrêmement positive sur justement les gestes où systématiquement les Martiniquais jetaient à travers la vitre de leur voiture des bouteilles en plastique. Et je me souviens d'une image qui m'a encore, que j'ai encore en mémoire, cet enfant qui saisit, qui arrête le bras de son père et qui dit « Papa, fais ça pour moi, ne salis pas la Martinique ». Plusieurs années, je garde encore cette idée. Et je pense qu'une éducation positive sur ces sujets pourrait avoir, à côté évidemment des dimensions d'urgence, d'alerte, etc., qu'on ne peut pas nier évidemment, peut-être avoir une approche plus positive. Et je pense que les enfants peuvent être sensibles à ça. Parce que créer systématiquement le danger, on augmente les phénomènes d'éco-anxiété chez les enfants. Je vois un certain nombre de jeunes qui sont absolument terrifiés à ce qui pourrait se passer. Et je crois que, à côté de tout cela, des voies parallèles peuvent exister. Et puis la question que vous avez évoquée sur le champ de la santé, du changement climatique, oui, les phénomènes sont... Là aussi, on ne peut pas les nier. Une augmentation de la température de l'air, de l'atmosphère, de l'eau, eh bien, on voit effectivement un certain nombre de moustiques qui sont plus résistants à certains. Donc, il y a tout un effet systémique, hein, il y a toute une réaction, je dirais, en chaîne. Tous les écosystèmes sont absolument... Je ne suis pas du tout un spécialiste des questions que je suis en train... Même si j'utilise un vocabulaire, j'essaie le plus précis possible, je ne me considère absolument pas comme un spécialiste. Donc je dois aussi être clair. Mais quand on regarde tous les sous-systèmes qui sont j'allais dire, désorganisés, eh bien oui, les abeilles produisent moins de miel, j'ai des amis qui ont des ruches, mais quand ils me parlent effectivement de tous ces phénomènes climatiques qui engendrent la disparition de certaines abeilles, et on sait que ça participe effectivement de certains équilibres de la nature. Donc voilà, plus qu'une question, merci de cette opportunité. Voilà, je voulais peut-être avancer cette idée que une éducation positive sur l'urgence, peut-être, peut changer la perception des représentations, et notamment chez les jeunes, en vue de réduire ce phénomène d'éco-anxiété que l'on observe. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et je dirais même pour les plus grands aussi. C'est-à-dire que cette éducation positive, les grands en ont besoin aussi. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand effectivement on est paralysé par l'anxiété, on a beaucoup plus de mal à avancer. Et le fait de vous avoir réunis aujourd'hui ici, c'est pas un hasard. C'est parce que ici, vous allez pouvoir expérimenter, découvrir plein d'alternatives et vous dire que être responsable, c'est pas vous dire, vous accuser, c'est vous dire qu'on a le pouvoir entre les mains. Ça veut dire qu'on peut tous agir à notre échelle. C'est ça être responsable. D'accord ?
Donc au contraire, je vous rejoins totalement, faire de l'éducation positive, mais à tous les âges. Et oui, pour nos jeunes, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils aient de l'espoir pour vivre, mais nous aussi on en a besoin au quotidien. Alors Karen, je voudrais quand même dire un truc, parce que dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui ressort tout le temps. Il ne faut pas effrayer les gens, parce que c'est contre-productif. Les scientifiques ont travaillé sur le sujet, et les études sont très claires. En fait, la peur, elle mobilise. Okay. Par contre, effectivement, il ne faut pas faire que... alors, ce qu'il faut être, c'est réaliste. Effrayer ne sert à rien. Et il faut être réaliste dans les choses et poser comme ce qui est. Maintenant, effectivement, ce qui est effrayant. Ok, ça, c'est un fait. Mais nous sommes... il y a quelqu'un qui a travaillé sur le sujet, donc un ingénieur systémique, Arthur Keller, qui a compulsé toutes les études sur la peur. Absolument toutes les études qui se sont faites, et qui a vu que, eh bien, sur ces études, la conclusion est claire. Elle mobilise. Par contre, on ne peut pas s'arrêter là. Et comme vient de dire Karen, c'est pour ça qu'on vous dit ce qui se passe dans les conférences. Maintenant, quand vous sortez des conférences, vous avez une immensité de possibles que vous pouvez déjà faire tout de suite dans vos quotidiens, et pour les enfants, et pour les adultes. Voilà, c'était pour compléter par rapport à ce que tu venais de dire. Et merci beaucoup, parce que c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on se pose tout le temps qui font vraiment derrière avancer les choses. Très bien. Donc on va conclure ce moment.